Un réel plaisir. Pour notre premier rendez-vous, j'ai la chance et l'honneur d'être invité au musée intercommunal de Nogent-sur-Marne. Tu es Vincent Villet, tu as 56 ans. Tu as un doctorat d'histoire, possèdes le titre autant que la responsabilité de conservateur du patrimoine et tu diriges le musée intercommunal de Nogent. Véritable mémoire de l'Est parisien, tu as appris à en connaître les moindres détails durant tes études ou dans tes différentes fonctions, et tout particulièrement celle d'archiviste de Nogent-sur-Marne. Être archiviste t'a permis d'être en contact direct des sources de l'histoire. Ma rencontre avec toi est passionnante et enrichissante. Tu es d'une encyclopédie que l'on ouvre pour voyager et mieux comprendre la richesse de notre patrimoine. À chaque question, tu as la réponse. Ton visage s'illumine et tu vis les histoires que tu racontes pour nous les partager. Je suis Mickaël Coelho. Allô à Nogent. Je suis de retour. Tu m'as manqué. Je suis ravi de vous avoir avec nous sur ce podcast, la vie locale dans l'Est parisien. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour Mickaël, très bien, très bien, heureux de t'accueillir. C'est un plaisir de t'avoir avec moi pour ce premier podcast qui est important pour moi, pour faire connaître mieux la ville, une ville que j'aime, que t'aimes, une ville que j'ai choisie. Bon, on va commencer. Et avant de parler de Nogent, est-ce que tu peux nous parler du musée? Parce que tu es directeur du musée. Oui, le musée intercommunal de Nogent-sur-Marne a ouvert ses portes en 1961, il y a très longtemps, avec une idée, c'est de conserver au travers d'objets, de documents, d'œuvres, la trace de Nogent, les bords de Marne, l'Est parisien d'une manière générale. C'est comme ça que les créateurs, les concepteurs du musée ont imaginé ce musée. Nogent est bien au-delà, parce qu'ils se sont aperçus au fond que, après la Seconde Guerre mondiale, la banlieue se transformait, donc ils voulaient en garder des traces. D'accord, c'est la mission du musée. Alors aujourd'hui, le musée a changé, il est devenu municipal, aujourd'hui il est intercommunal, il appartient au territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, depuis 2018, D'accord. Il est passé au territoire Paris-Est, Marne-et-Bois. Et la vocation du musée aujourd'hui, c'est son projet scientifique et culturel, comme on dit. Il est très particulier, c'est de faire connaître la Marne sous ses aspects sportifs et ludiques, l'histoire des bords de Marne. D'accord. Et puis on ouvre régulièrement d'autres expositions consacrées au territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, aux 13 communes de cet Est parisien, D'accord. Limitrophes du Bois de Vincennes et des bords de Marne. Des expositions éphémères? Alors, éphémères, non, temporaires, mais qu'on essaie de faire durer plusieurs mois. Celle qui est en cours est consacrée à l'école de gymnastique et d'escrime de Joinville. D'accord. L'idée, c'est, au travers de nos œuvres, nos documents, faire connaître l'Est parisien. D'accord. Et qui travaille alors dans le musée? Alors, nous sommes 7. Je vais citer tous mes collègues, collaboratrices, collaborateurs. Il y a Agnès, il y a Boffa, il y a Virginie, il y a Vincent Leray, François et Nelson. Avec moi, ça fait 7. Et donc, c'est une équipe avec chacun des rôles précis, commissaire d'exposition, régisseur des œuvres, chargé de la communication, artiste intervenant. Chacun a son rôle et une part de polyvalence, ce qui fait l'intérêt du métier. D'accord. Et quel est le fonctionnement du musée, les horaires d'ouverture? Alors, nous sommes ouverts le mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h, le samedi 10h midi, 14h, 18h et le dimanche de 14h à 18h. Ça, c'est l'ouverture au public, sachant que les groupes de scolaires ou d'adultes peuvent prendre rendez-vous et à n'importe quel autre moment de la semaine, ils peuvent être ouverts. Hein, et ça, c'est les ouvertures aux individuels. On a plein d'autres plages d'ouverture. Très bien. Consultez le site internet du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne. Et sur le site, vous pouvez avoir une partie des œuvres qui ont été numérisées, qui sont en ligne. Vous avez toutes nos activités. Les conférences qui accompagnent l'exposition, les balades, les visites commentées, voilà. D'accord. Bon, on peut mettre le lien, en plus, il y a des réseaux sociaux également. Bien sûr. Le musée sur Facebook et Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je disais, tu es une encyclopédie qu'on va ouvrir justement, on va se servir de toi. Bon, j'aime bien me servir des autres. Pour pouvoir expliquer justement comment Nogent, ou comment l'Est parisien en général est devenu l'Est parisien, comment Nogent est devenu Nogent, les événements marquants, par ordre chronologique si tu y arrives, hein, et qu'est-ce qui a changé cette ville pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui? Ce qui caractérise peut-être Nogent par rapport à d'autres communes de l'Est parisien, au fond, c'est le fait qu'elle est très ancienne. C'est-à-dire qu'une des premières traces qu'on a de Nogent-sur-Marne existe comme paroisse, hein, dans l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, la commune n'existe pas, l'entité de base, c'est la paroisse, qui s'appelait Nogent-sur-Marne, elle apparaît au VIe siècle. En fait, je dois tout de suite rectifier dans les sources administratives ou les sources littéraires, on parle de Nogent, Novigentum en latin, on n'accole pas encore Marne. Sous une confusion d'ailleurs de quel Nogent parfois parle-t-on? Nogent-sur-Oise, Nogent-sur-Seine, etc., etc. Novigentum, parce qu'il y a l'idée d'une nouveauté. Il y a quelque chose qui se passe au VIe siècle,
nouveau peuplement, nouveau marché, nouveau peuplement. Donc on baptise ce nouvelle communauté d'habitants de Novigentum en raison de sa nouveauté. Et d'entrée de jeu, c'est une communauté qui a un peu d'importance, puisqu'on sait que l'archevêque, l'évêque de Paris, qui est Saint-Germain, vient visiter cette paroisse. Donc elle est voilà, et elle est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, puisqu'elle inclut Fontenay-sous-Bois et le Perreux-sur-Marne. C'est plus tard que Fontenay, assez vite, va prendre son autonomie, et beaucoup plus tard, mais ça on y reviendra, pour le Perreux. Voilà. Donc une paroisse et une communauté d'habitants ancienne. L'archéologie nous aide à mieux la comprendre, puisqu'on a trouvé un cimetière mérovingien à Nogent-sur-Marne. Si vous voyez aujourd'hui à peu près le commissariat où il est, les fouilles ont été trouvées grosso modo à cet emplacement-là. Donc on sait que voilà, on a une communauté très ancienne d'habitants. Là où on commence à en savoir plus au Moyen-Âge, c'est à partir du XIIe siècle, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour Nogent et pour l'Est parisien. XIIe siècle, c'est le moment où la monarchie commence à reprendre, la monarchie française, un peu de pouvoir, après la crise féodale, la contestation de l'autorité du roi. Quel roi? Alors au XIIe siècle, il y a un roi qu'il faut peut-être avoir en mémoire, c'est Philippe Auguste. D'accord, très bien. Le père c'est Louis VI, le grand-père, ensuite il y a Louis VI, Louis VII, mais gardons Philippe Auguste, parce que c'est vraiment peut-être le personnage le plus important, le plus connu de la monarchie française. Or, que se passe-t-il au XIIe siècle? La monarchie commence à davantage reprendre du pouvoir et va cesser d'être itinérante, d'être beaucoup moins itinérante et davantage se recentrer sur Paris. Le roi vivant davantage à Paris, il va y fixer ce qu'on pourrait appeler des services publics et il va modifier son environnement. Le roi se définissant comme un roi de chasse, il va transformer l'environnement et entre autres le bois de Vincennes. Il va en reprendre les droits d'usage aux abbayes parisiennes qu'il avait concédées. Il va faire clore d'un mur de pierre, ce qui est rarissime à l'époque dans l'Europe de l'époque, le bois, et il va transformer en parc à gibier. Il existe encore ce mur ou pas? Alors le mur n'existe plus, il en reste un fragment qui se trouve à Nogent, qui a été déplacé au fil du temps, qu'on pourra voir éventuellement lors d'une prochaine vidéo. Le mur a été abattu au XIXe siècle, ça on pourra en reparler, pour en refaire un parc d'agrément. Voilà, le projet a changé. Mais du même coup, à partir du moment où le roi de France transforme le bois de Vincennes en le faisant clore, ça veut dire que les Nogentais ne peuvent plus y avoir accès, et où il fait construire un château, l'environnement de Nogent va changer. Il change comment? D'abord avec l'arrivée de résidences royales et aristocratiques. Le roi est à Château de Vincennes, mais sa famille va essayer, vous savez, on essaie d'être toujours près des puissants, hier comme aujourd'hui. On essaie de se rapprocher du pouvoir. Donc que vont faire les frères du roi? Construire des châteaux pas loin du château du roi. On n'essaie pas d'être chez le roi, mais à côté. Et premier château qui arrive, XIIIe siècle, le château de Plaisance. Le nom de Plaisance continue, hein. Quand on est Nogentais aujourd'hui, la rue de Plaisance, ça parle encore, le quartier de Plaisance, ça parle encore, ça provient de ce château, donc construit au XIIIe siècle. Et ce château rentre très vite dans le giron de la famille de Bourgogne. Hein, le frère, là, au XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, on a un roi qui s'appelle Charles V. Il a un frère qui est duc de Bourgogne, qui est Philippe le Hardi, et donc il va véritablement très vite rentrer en possession de ce manoir pour être proche du pouvoir royal. Ensuite, le deuxième manoir et le deuxième élément qui va changer la vie des Nogentais, on connaît une chronologie qui est très précise parce qu'on connaît les archives aux archives nationales. À partir de 1373, le roi Charles V fait construire le manoir de Beauté. Donc le manoir de Beauté, il y a une historienne qui s'appelle Françoise Autrand, dit Beauté est au château de Vincennes, ce que le Grand et le Petit Trianon sont à Versailles, c'est-à-dire une résidence satellite, mais du roi. C'est la résidence du roi. C'est une tour avec son grand parc qui fait une vingtaine d'hectares, qui est entre le mur d'enceinte du bois de Vincennes et la Marne, et c'est une résidence de prestige. C'est sur quelle commune? Nogent-sur-Marne aujourd'hui. Hein, Nogent-sur-Marne aujourd'hui, ça correspond au fond de Beauté. Aujourd'hui, ça correspond à l'emplacement du pavillon Baltard et de l'ancienne école Victor Hugo. D'accord. Il n'existe plus du tout. Plus du tout. Ce qui reste, ce sont des carreaux de pavement qui se trouvent aujourd'hui au musée Carnavalet, qui ont été retrouvés à la faveur de la construction d'une ligne de chemin de fer au XIXe siècle. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi donc, vous voyez, ces deux résidences arrivent, et à partir du moment où ces résidences arrivent, où le roi est au château de Vincennes et à Beauté, ça va bouleverser la vie des habitants de toutes ces paroisses rurales qui sont autour du bois de Vincennes. Nogent, Fontenay, etc., etc. Pourquoi? Parce que le roi étant là, eh bien le roi, avec son gibier et tout ça, va obliger par voie d'ordonnance les habitants de Nogent à
nourrir les animaux. Ils sont là dans leur parc, on vient leur trouver de la nourriture. À entretenir les canalisations de tous ces différents châteaux. Mais le roi va aussi, étant conscient des contraintes que suscite sa présence, va alléger les contraintes. Au Moyen-Âge, les Nogentais étaient soumis par exemple au droit de prise. Le droit de prise, c'est une banalité qui fait que quand le roi arrive quelque part, il va se servir chez les habitants du coin. Il prend, c'est le roi, il fait ce qu'il veut, c'est le droit de banc. C'est le roi, il fait ce qu'il veut. Sauf que comme il y a d'autres contraintes, il exonère les Nogentais de ce qu'on appelle le droit de prise. Le roi va aussi exonérer les Nogentais de la taille, qui est un impôt assez conséquent. Donc vous voyez comment la présence du roi est à la fois favorable et défavorable, ce qui fait au même temps que quand la reine de France, pour prendre un exemple très précis, qui est Isabeau de Bavière, qui est la femme de Charles VI, est à Nogent-sur-Marne, plutôt à Vincennes, elle a une ménagerie, elle a un léopard. Quand elle veut nourrir le léopard, elle achète un mouton chez un boucher de Nogent. Elle le prend pas, elle l'achète. Voilà, le droit de prise n'est plus possible. Voilà, donc voilà comment au XIIIe siècle arrive dans cette communauté de Nogent-sur-Marne, de cette communauté d'habitants, la présence du roi, et donc coexiste, voilà, le roi qui est à côté, qui a ses châteaux, et la communauté de Nogent. Le village de Nogent, il est très simple au fond, il se résume à un axe, la Grande Rue, la fameuse Grande Rue Charles de Gaulle qu'on a aujourd'hui, qui est baptisée Charles de Gaulle en 1944, en décembre 1944, eh bien, cette rue, c'est l'axe autour duquel tous les habitants fonctionnent. Nogent, au Moyen-Âge et dans l'Ancien Régime, c'est un village-rue, avec tous les habitants qui sont polarisés autour de cette grande rue. D'accord. Alors, on en connaît un peu plus à partir du XVIIIe siècle, parce que les sources sont beaucoup plus importantes. On a d'abord des registres paroissiaux. Le plus vieux registre paroissiaux de Nogent date de 1739. Ceux d'avant ont brûlé, mais on démarre en 1739. Et puis, il y a les actes notariés, on a plein d'éléments pour connaître Nogent-sur-Marne. Ça ressemble encore, je trouve. Je trouve on vit toujours autour de la Grande Rue, finalement. Alors oui, la Grande Rue reste l'axe qui polarise. Nogent s'est urbanisé, s'est peuplé, mais la Grande Rue reste l'axe structurant de la ville, et il se forme au Moyen-Âge. Et au nord de la Grande Rue, vous avez principalement, là, il n'en reste plus de traces, des fermes, des granges. Nogent, au XVIIIe siècle, on a à peu près 850 habitants, à peu près, et on a un village rural. On a des clans familiaux, quelques familles, les Vitry, les Mérillon, les Esterbais, quelques familles de paysans. On se marie entre soi, c'est des réseaux relationnels. Elles existent encore, ces familles? Alors, il reste effectivement, oui, il existe encore quelques descendants de ces familles. Effectivement, ces clans familiaux, ces vieilles familles. Certains noms ont disparu, mais certains existent effectivement encore et peuvent se réclamer de ces familles. Donc vous avez voilà, ces familles. On est dans un monde rural. Hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer Nogent, c'est la Grande Rue. De part et d'autre de la Grande Rue, vous avez des constructions. Quelques petites rues, comme la rue des Jardins, qui est en formation, aujourd'hui rue des Héros Nogentais, qui apparaissent. Tout le reste, ce sont des champs. Ce sont des cultures. On a des céréales, on a de l'orge, ça on le saura plus tard grâce au cadastre, et la vigne. La vigne représentait la moitié du terroir au Moyen-Âge, elle représente au XVIIIe siècle 20% du terroir de Nogent-sur-Marne. Donc la carte de la baie de la Grive figure encore bien la vigne. Donc quand on dit que Nogent c'est la ville du petit vin blanc, ça s'est fondé sur un terroir. Ça débute à cette période-là, le petit vin blanc? Alors, le petit vin blanc de la chanson A, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles du côté de Nogent. Non, vous connaissez non, ils connaissent pas. Oui. On va vous sortir un petit extrait et là vous allez hurler, vraiment, vous allez hurler. Bon, alors la chanson A, le petit vin blanc est écrite en 1943 pendant la guerre. Et en 1943, il n'y a plus de vignes à Nogent-sur-Marne. Néanmoins, dans Jean Dréjac, quand il écrit cette chanson, il se réfère à une sorte de mythologie, des choses qui ont existé. Vin blanc, c'est pour la rime, hein. Le vin était rouge. Ah, d'accord. Voilà, et on l'appelait le guinguet. Voilà. D'où le nom de la guinguette. Hein, puisque dans les guinguettes, on buvait ce vin un peu aigre qu'on cultivait, pas seulement à Nogent, dans toute la région parisienne. D'accord, c'est guinguette qui vient de guinguette, pas l'inverse alors. Oui, guinguet va donner le nom de guinguette. Alors, il y a peut-être deux étymologies pour la guinguette. Hein. On pourra revenir sur la guinguette et en poser une définition bien claire. La gigue, la danse, et le guinguet, le vin. Puisque la guinguette, c'est le lieu, entre autres, où on vient danser et boire. D'accord. Voilà. Donc voilà, pour dire que Nogent, XVIIIe siècle, c'est un terroir, mais pas seulement.
C'est-à-dire qu'apparaît, aux côtés de cette communauté d'habitants, vous avez aussi de prestigieux résidents. C'est-à-dire que vous avez les Parisiens qui se disent que, au fond, Nogent, c'est une campagne qui est proche de Paris. Vous avez un relief important, vous avez les bords de Marne, et ce serait pas si mal d'y avoir une maison de campagne. Donc en fait, on a pratiquement 20 résidences de villégiature de Parisiens qui viennent ici à Nogent. On en garde des traces. Hein. Le carré des Coignards, l'hôtel des Coignards, faisait partie de ses propriétés. Alors on l'a appelé Coignard du nom de ses résidents les plus célèbres. Jean-Baptiste Coignard, toute une dynastie familiale qui en était propriétaire, qui a fait construire au XVIIe siècle, qui a récupéré un hôtel particulier qui existait. C'était des imprimeurs du roi qui avaient le monopole de l'impression du dictionnaire de l'Académie française et un certain nombre d'autres ouvrages. Donc ça fait partie de ces familles. Arnaud de Pomponne, qui est un ambassadeur. Voilà. Donc vous avez, coexistent aux côtés de cette population simple de paysans, eh bien des notables parisiens qui ne vivent pas là en permanence et qui font bâtir. Et puis on y a ajouté deux seigneuries, la seigneurie de Plaisance. Alors je vous ai parlé de Plaisance au Moyen-Âge, les rois de France, on pourrait y revenir, abandonnent le château de Plaisance et les ducs de Bourgogne, au fond, assez rapidement. Et le château est détruit en partie, reconstruit au XVIe siècle, et au XVIIe siècle, en 1721, le château, l'emprise est achetée par un financier qui s'appelle Paris du Vernet, qui complète son terrain et fait construire un nouveau château et son parc. Car ce qui fait la grandeur du château, c'est aussi son parc et ses serres chauffées. On peut retrouver aujourd'hui, vous avez, Michael, tu as habité rue de Coulmiers, ouais. Et bien la rue de Coulmiers était l'une des limites. Hein. Quand tu prends la rue de Coulmiers, tu vois encore un petit soubassement en pierre. Oui. Et bien ce soubassement en pierre, c'était la limite du mur d'enceinte, pas d'enceinte, mais du mur du château et du jardin de Plaisance. Et ces grosses maisons qui sont anciennes, elles n'étaient pas là à cette époque-là ou elles étaient déjà ici? Ah, c'est au XVIIIe siècle elles sont là. Oui. Voilà, le château de Plaisance, le carré des Coignards, la propriété Lefebvre qui est aujourd'hui le parc Watteau, reprend une partie des limites d'une ancienne propriété, celle du seigneur Lefebvre. Ça va loin. Ah oui, c'est des grandes propriétés qui commencent pour la plupart, parfois, à la Grande Rue et qui descendent jusqu'au bord de Marne. C'est d'ailleurs ce qui était intéressant, c'était ce relief, et puis on avait un jardin à la française avec des super massifs. Prenez la carte de la baie de la Grive, vous avez de représenter ces merveilleux jardins à la française. Mais la mairie était dans le parc alors. Alors la mairie était devant ce qu'on appelle aujourd'hui, oui, la mairie, une partie de l'emprise de la mairie se trouvait sur une partie de l'emprise du château de Plaisance. D'accord. Voilà. Et puis vous avez une autre seigneurie qu'il faut noter, c'est le Perreux faisant partie de Nogent-sur-Marne jusqu'en 1887, le château de Robert Milin du Perreux, autre seigneurie, autre château, avec un mur d'enceinte, avec son jardin, son four, son fournil, ses écuries, ses orangeries, où on peut à la fois vivre en autonomie. Et voilà. Quand Paris du Vernet est un beau carnet d'adresses. Hein. Il connaît le roi, il connaît Casanova, il connaît Voltaire, il connaît Beaumarchais, qui viennent dans sa propriété. Voilà. Ça, on pourra refaire véritablement. Oui. Le château de Plaisance est en lui-même déjà l'objet d'une discussion à part entière assez longue. Voilà comment planter le décor de ce Nogent avec sa communauté villageoise, avec ses seigneuries. Villageoises et bourgeoises aussi. Voilà, tout à fait coexistent, effectivement, des résidents, grands bourgeois ou aristocrates, et ces paysans qui sont là. Voilà. La grande rupture de ce village intervient avec la révolution industrielle au milieu du XIXe siècle. J'espère que ce voyage au cœur de l'Est parisien vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec Vincent Villette dans La vie locale dans l'Est parisien.